Le sport a des histoires que vous ne connaissez pas. Le sport a des légendes enfouies que vous ne pouvez même pas imaginer. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce programme qui se propose ou qui a la prétention de vous faire vivre ce que le sport a de légendes, ce que le sport a comme histoire que vous ne connaissez pas, des histoires qui sont tout aussi croustillantes, qui sont tout aussi belles, qui ont été racontées peut-être avec légèreté, qui ont été racontées et peut-être vous avez oublié. Eh bien, mesdames et messieurs, bienvenue à ce musée vivant des légendes de sport, ce musée vivant du sport qui va vous raconter détail après détail tout ce que l'Afrique, le Cameroun compte comme légende ou alors les histoires qui se cachent derrière le sport. Pour cette première édition et pour ce premier numéro, mesdames et messieurs, je vais vous présenter quelqu'un que vous connaissiez peut-être, mais pas sous cet angle, ou alors que vous ne le connaissiez pas de façon suffisante. Savez-vous qu'avant Francis Ngannou, il y a eu dans ce pays un Camerounais champion du monde de kickboxing? Je ne suis pas sûr que vous le savez. Savez-vous qu'avant Francis Ngannou, il y a eu un Camerounais qui a mis KO plusieurs Européens et totalement KO, franchement, je vous assure, ce sont des belles histoires. Des histoires que vous allez découvrir et qui vont vous donner la chair de poule. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Dash Media, bienvenue sur Légende du sport. Voici la légende du jour. Bienvenue donc à cette émission sur Dash Media. Aujourd'hui, je vous ai promis un poids lourd, même s'il a gagné beaucoup de ses titres en mi-moyen, en welter, en super welter. Ben, évidemment, aujourd'hui, c'est un poids lourd du sport en Afrique et dans le monde. Je reçois Sa Majesté Emmanuel Essissima. Je l'appelle Majesté parce qu'entre-temps, il est devenu chef de village et il a été champion du monde. Bonsoir, Majesté Emmanuel Essissima. Bonsoir, et je suis ravi de faire partie de ces légendes dont le Cameroun en a un peu suffisamment. Alors, on va parler de la bio d'Emmanuel Essissima. Je vous ai appelé Majesté, mais mes téléspectateurs doivent savoir pourquoi et dans quel village. Vous êtes Majesté de quel village? En fait, je suis chef de village de Nkilzok 2. Qui se trouve dans la Meufou à Famba, dans l'arrondissement de Mfou. Voilà. Comment ça se passe que quelqu'un qui a longtemps vécu en Europe arrive en Afrique et il est chef de village? La chefferie vous attendait ou alors le complexe de l'homme qui vient d'ailleurs a fait que finalement on vous l'a donné? Non, non, pas du tout, pas du tout. Je dirais plutôt la chefferie m'attendait. Parce que mon grand-père avait été chef du village, le premier chef du village, qui a constitué d'abord ce village-là, Sa Majesté à Bénin. Et quelques années plus tard, c'est mon oncle qui a hérité de la chefferie. Mais comme il a été un peu indélicat avec l'impôt, vous savez, à cette époque-là, c'est plutôt les chefs qui prélevaient un peu les impôts. Donc ma grand-mère avait décidé de céder la chefferie à un cousin, à son cousin, en disant que Essissima viendra récupérer la chefferie. Et puis de tout ce temps, c'était dans les années 60. Et quand je rentre, le village était resté avec un chef intérimaire, quoi. Et puis, il est décédé, il fallait le remplacer. Et c'est comme ça que, machinalement, je vais pour fêter un chef. On me dit, bah, c'est toi. Alors, vous préférez que dans cette émission, on vous appelle Maître Essissima, Sa Majesté Essissima ou Président Essissima? Parce que vous êtes président d'une fédération. Je suis président d'une fédération, mais maître, c'est un peu prétentieux, vous savez, parce qu'un maître, c'est quelqu'un qui a été au-delà et qui... Mais champion du monde, quand même, c'est au-delà, non? Oui, mais entre la compétition et être maître, un maître c'est celui qui pense, qui réfléchit. Mais un champion va à la bagarre, un maître ne va plus à la bagarre. Vous préférez donc que je vous appelle Sa Majesté. Sa Majesté, voilà. Emmanuel Essissima. Nous avons donc un champion du monde, Majesté, depuis quelque temps au Cameroun. Je rappelle que vous êtes quand même fils d'un diplomate, non? Oui, mon père a été diplomate. Ouais. C'est comme ça que j'atterris en France. Il était consul général et c'est comme ça que j'ai atterri donc en France pour pratiquer. D'abord, c'était l'athlétisme, le basket, le handball, le foot, mais la boxe est arrivée vraiment par hasard. Alors, lorsque je préparais cette émission, j'ai eu une discussion avec une amie. Je lui ai dit, je reçois Maître Essissima et il me dit,
il ne fait jamais son âge. Quel âge a Maître Sissima? 68 ans. 68 ans? Ouais. Ah non? Ouais. Ouais. Mais vous ne faites pas votre âge, hein? Alors, ne regardez pas la carrosserie, mais le moteur est déjà fatigué quand même. Alors, ça veut quand même dire que Maître Sissima est né en France ou au Cameroun? Alors, je suis né au nord Cameroun, à Mora. Au nord Cameroun? Oui, à Mora, en 1954. Le 23 janvier 1954. Et vous commencez vos études là-bas? Non, mon père voyage un peu, il s'en va de ville en ville, donc on le suit. Et finalement, son premier poste de secrétaire d'ambassade, je crois, c'était au Nigeria. Et on le suit, je le suis jusqu'à atterrir. Donc là-bas au Nigeria, on allait plutôt dans les alliances françaises. Vous savez, il n'y avait pas. Donc on allait dans des écoles un peu, entre parenthèses, pour enfants gâtés, quoi. Ouais. Bon, mais moi, ça ne me plaisait pas trop quand même. Moi, je préférais la rue, je préférais la réalité. Et c'est après le Nigeria que vous atterrissez en France? Pardon? C'est après le Nigeria. Après le Nigeria, on a été en Tunisie. Après la Tunisie, c'était le Congo. Après le Congo, je crois, si ma mémoire ne me joue pas un tour, on s'est retrouvé en France dans les années 60, entre 69 et 70. Alors vous arrivez en 69-70, vous avez quel âge? Je dois avoir 14 ans 14 ans, 15 ans. Ouais, 14 Et en ans. 74, vous débutez la boxe savate. Alors, en fait, boxe qu'on appelle la boxe française. Voilà. En fait, j'étais au lycée, et au lycée, il y avait je m'étais inscrit à l'ASU, l'association sportive scolaire universitaire. Et donc, on jouait au football, hein, c'était le foot. Et puis, ce jour-là, il avait neigé. Et on avait décidé, enfin le prof avait demandé qu'on ne jouait pas comme il neigeait, et on s'est retrouvé dans le gymnase. Et dans le gymnase, justement, il y avait un champion de France qui était pion, enfin qui était surveillant. Champion de France de savate. Voilà, qui était surveillant. Et puis on s'est dit, on va aller voir, on va aller essayer. Et je suis parti. J'ai un peu mis les gants avec lui en rigolade, comme ça. J'ai fait un balayage. Il est tombé, il m'a dit, écoute, toi tu peux aller loin, je vais t'amener dans mon club. Et c'est comme ça que c'est parti. Je suis donc parti dans ce club, il m'a amené au club de Puteaux. Alors est-ce que cet ancien s'appelait Guy Proust? Alors Guy Proust, c'était mon mentor en fait. Ouais. C'était le professeur du club de Puteaux. Allez, maintenant c'est devenu la Défense. Hein. Donc c'était un club dans un quartier complètement... un quartier d'immigrés, quoi. Ouais. Et moi, j'arrivais là, bonjour monsieur, au revoir monsieur. Les gens, ils ne comprenaient pas. Et j'arrive donc, Guy Proust me voit, il me dit, tape un peu au sac. Alors je tape pour faire bien, pour faire un peu le rigolo, quoi. Il me dit, il peut battre au gay. Il peut battre au gay. Et Patrick Oguet, c'était la vedette des vedettes, le champion depuis 10 ans, invaincu. Et il me dit, il peut battre au gay. Moi, je me dis, ouais, pourquoi pas, il rigole peut-être pour me... Ouais. Et j'étais dans un monde qui n'était pas du tout le mien. À la fois, je me sentais bien dans ce monde où c'était des prolétaires, des gars qui travaillaient, c'était des gars de la rue. Alors, lorsque vous annoncez à votre papa, parce que c'est quand même un diplomate, voir son fils boxeur, franchement, ça ne colle pas du tout. Qu'est-ce que papa fait? Est-ce qu'il vous encourage? Est-ce que papa se dit, mais mon fils, moi je suis diplomate, j'attends qu'il soit médecin, je ne sais pas, avocat, comment un fils de diplomate devient boxeur? Alors en fait, il ne savait pas que je boxais. Ah d'accord. Voilà, il ne le savait pas. Il m'a inscrit dans des clubs de karaté, des clubs de judo, où c'est un peu les enfants chics, mais moi ça ne me plaisait pas du tout, j'étais pas là. Donc je lui disais que j'allais par exemple au club de judo, mais j'allais à Puteaux pour aller m'entraîner à la boxe française. Et puis alors au bout de 9 mois, j'ai fait mon premier combat, mais c'était en Belgique. Alors comment dire à mon père que je vais aller en Belgique pour pouvoir faire un combat? Et en plus de ça, à cette époque-là, il fallait un visa pour pouvoir traverser. Et c'était dur. Alors j'avais dit à mon père que j'irais faire un match de hand le samedi soir. Et puis après le match, je vais sortir avec des amis. Bon, il a accepté en disant, bon, en tous les cas, on le connaît, c'est
c'est un raté. C'est un dur à cuire. Ah non, il disait c'est un raté. Quand tu lui disais ton fils il fait quoi? Ah non, 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 laissez celui-là, c'est un vaurien. Et donc on s'en va donc le samedi matin. J'explique donc à Guy Proust que mon père n'est pas au courant que je vais en Belgique. Bon, pour traverser la frontière, c'était Compliqué. compliqué. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on m'a allongé à l'arrière. Il y avait les pieds sur moi, puisqu'il était parti avec plusieurs dans la voiture. Donc, on m'avait mis des blousons au-dessus. Donc, les gens étaient assis. Vous allez où? Le contrôleur, enfin le douanier arrive. Vous allez où? On va pour un match de boxe, ainsi de suite. Bon, il n'a pas cherché à comprendre. C'est comme ça que je passe la frontière, tout simplement, quoi. Et je me retrouve donc en Belgique. Pour le premier combat. Pour le premier combat. Alors, mon problème, c'est, je me disais, je vais rentrer avec des bosses partout et comment je vais expliquer cela? Mais le coach avait senti qu'il y avait quand même l'angoisse. Et la pesée, tout se passerait bien. Et avant de monter sur le ring, il me dit, c'est un Italien, je boxe un Italien, il me dit, ce gars-là, c'est un raciste, il n'aime pas les Noirs. Et moi, je lui dis, ah, il n'aime pas les Noirs. Alors, c'était donc parti, pour moi, c'était la guerre. Ouais. Donc, je l'ai pulvérisé au bout de 45 secondes. Ah non. Le combat a duré 45 secondes. 45 secondes. Ah, oui. Le premier combat d'Emmanuel Essissima. Voilà. Alors, mais la boxe française n'est pas forcément connue à cette époque non plus. Qu'est-ce qui amène quelqu'un qui a la force que vous avez à être à la boxe française alors qu'il y avait d'autres sports de combat? C'était... Je ne sais pas, c'était le milieu en fait. Oui. C'était le milieu. C'était un milieu que j'aimais bien, c'était un milieu où il y avait la franchise. C'était pas le milieu de fils de riches, tu vois, où il y avait beaucoup d'hypocrisie. Le gars, il avait envie de te dire basta, il te le disait quoi en face. Et moi, j'aimais bien ce milieu parce que je me sentais un peu... J'étais à l'aise dans ce milieu. Alors, Emmanuel Essissima, à 22 ans, devient champion de France de welter. En 75? Oui, je suis champion de France. Je crois que c'était à 21 ans même, j'ai été champion de France. Ouais. J'ai été champion de France en 21 ans. C'était le plus jeune champion de France, quoi, de la discipline. C'était bien le combat contre Johnny Todini, c'est ça? Todini, oui. Todini, c'était un copain de salle. C'était un copain de salle. On était super potes. La veille, avant le combat, on s'était vus avec nos copines. On avait déjeuné ensemble. Et puis, bon, on s'est dit, on va aller faire le job là-haut, quoi. Et puis, c'est passé, on s'est battu, et puis voilà. Et vous l'avez battu à 2 reprises, parce que je crois en 75, voilà, en 76 aussi. Il a arrêté. Il a arrêté après. Il a arrêté. Alors, après avoir été champion de France, parce que je peux dire que là, votre papa, il est déjà au courant que son fils est boxeur. Il est au courant, mais ça ne fait que créer le fossé qu'il y a entre lui et moi, en fait. Je lui ai raconté un peu le retour de la Belgique. C'est que quand je reviens, le lendemain, je me dis, j'espère que je n'ai pas de bosse. Et je me retrouve, j'avais un nez qui avait doublé de volume. Je me dis, mais quand est-ce que ce gars m'a touché alors que je l'ai pulvérisé à moins d'une minute? Et donc, mon père me voit, il me dit, ça s'est bien passé le match de hand le lendemain, le dimanche, dans l'après-midi, ça s'est bien passé. Je lui ai dit, ouais, ça a été, mais ton nez là, tu as pris un coup. Je lui ai dit, non, c'est le ballon qui m'a tapé là. C'est le ballon. Il me dit, mais il faut faire attention quand même. Hein. Ah oui, ça c'est sûr. Bon, bref, tout ça pour dire que je ne sais pas la question que vous me posiez, parce que je perds un peu. Oui. Non, mais après, il y a, vous changez de catégorie, et Emmanuel Essissima, vous devenez super welter. En fait, je suis devenu super welter parce que j'avais fait le vide. J'avais fait le vide dans ma catégorie de welter. Il n'y avait plus personne, les personnes ne voulaient me rencontrer. Et donc, je me suis dit, je vais aller tenter un peu chez les super welter. Et là, en 78, contre Olivo, vous êtes encore champion? Je suis champion, oui, des super welter. Et c'était surprenant parce que je me disais, les coups font mal quand même. Et à cette époque-là, il y avait quand même une différence entre la boxe française et la savate. La savate, c'était beaucoup plus rude que la boxe française. Ah d'accord. Voilà. Donc, parce qu'il y a une réelle différence. Ah oui, c'est beaucoup. La boxe française, on les appelait des fillettes, tu vois. Mais la savate, c'était les vrais hommes, les gars qui se battaient, quoi. C'était des caïds. Donc la savate était un peu plus dure. Donc je le rencontre, mais
En fait, dans mon esprit, j'allais dire, le père Guy Proust m'avait dit, tu dois rencontrer Oguet. Et dans mon esprit, il y avait qu'Oguet qui était dans ma tête. Et tout ce qu'on me présentait, C'était juste des passerelles. ben oui, c'était, j'étais pas là pour eux, je vivais que pour Oguet. Vous, Super Welter, vous rasez tout le monde, Ouais. vainqueur Coupe de France. Ouais. Et finalement, vous arrivez chez les mi-moyens. Enfin, les mi-moyens, c'est toujours les Walter, Super Walter. Oui. Hein. Et là, il y a Oguet. Il y a Patrick Oguet. Ben voilà. Et là, il y a la réunification également entre la savate et la boxe Et française. la boxe française. Alors, c'était une histoire. Patrick Oguet qui était, entre parenthèses, c'était un gars de la droite. Hein. Donc, Raciste. ah oui, oui, oui. Et avant, quand on se rencontrait comme ça, il me serrait la main, il m'écrasait les doigts pour montrer c'est le plus caïd. fort. Mais c'était quand même le meilleur. Ouais. Et j'ai travaillé pendant 2 ans. Pendant 2 ans, je vivais que pour lui. Mais vous réussissez à le battre quand même là en 78, non? En 78, je le mets KO au 3e round. Waouh. Je le mets KO au 3e round. Il est le champion en titre. Il est le champion en titre, il est le champion d'Europe, puisque le championnat du monde n'existait pas. Il est le champion d'Europe, il est invaincu. Et je le mets, et je le sèche, quoi. KO en plein Coubertin, 8000 personnes. Et puis, quand je descends du ring, il y a quelque chose qui me manque. Je venais de détruire ma raison de vie, en fait. Pendant toutes ces années, je vivais que pour lui. Et moi-même, je venais de détruire. J'ai commencé à pleurer parce que je me suis dit, je me suis retrouvé comme s'il y avait un vide en moi, quoi. Voilà. Mais après 78, en 79, quand même, Osé prend sa revanche. Il prend C'est d'ailleurs l'un des rares combats que vous perdez en France. En fait, c'était pas un combat que j'avais perdu. Au 3e round, il repart encore, il fait encore le voyage au tapis, mais il a pour mission de tenir. Il a pour mission de tenir, et à la fin, on le déclare vainqueur au point. Et le président vient derrière me dire, écoute, on l'a laissé passer parce qu'un champion ne peut pas sortir avec une défaite. Non, il fallait qu'il sorte en beauté. Ça m'a quand même gêné. Ça m'a quand même gêné. Parce que quand on a l'âme de vainqueur, on veut tout gagner. Ah ben on veut tout gagner, oui. Mais en 80, Emmanuel Sissima revient, il bat Michel Régis. Eh ben Régis, j'enlève tout le monde. Voilà. Quand je reviens, je balaye tout le monde. Je balaye tout le monde. Et après, il y a, je crois, Balouka. Oui, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelait Balouka. Puisque en 81... Là, vous êtes en train de raconter mon histoire, mais les adversaires, je ne les ai même plus en tête. Oui, hein. c'est Balouka en 81. Ouais, ça me dit quelque chose, ça, oui, c'est vrai. Bon, au championnat de France. Au championnat de France. Championnat de France, je fais 80, 81 quand je reviens. 80, 81, ouais. Alors, mais Emmanuel Sissima, jusque-là, savate, boxe française, à quel moment s'opère la transition pour passer en kickboxing. En kickboxing, parce que je rappelle quand même que Emmanuel Sissima est champion d'Europe en 1977. Ouais, oh ouais. Et ça, c'était face à un Belge. Un Belge, ouais. Tenissen, je crois. Tenissen, voilà, c'est son ça. nom. Ouais, et vous vous rappelez très bien de lui? Non. La majorité de mes adversaires, je les balayais. Puis, en fait, j'avais cette notion, j'étais un peu, comment dirais-je, pas... Je ne maîtrisais pas quand tu étais un adversaire, dès que je t'ai balayé, je t'oublie. Tu n'existes plus. Tu n'existes plus. Donc il y a beaucoup d'athlètes comme ça que j'ai battus, qu'on s'est revus quelques années après. Je me suis excusé, mais tu es champion, ben, il faut que tu écrases, quoi. Sinon, c'est la loi du sport. Alors, est-ce que c'est la victoire face à Tenissen, le Belge, qui vous fait switcher en kickboxing, ou pendant que vous étiez en train de faire ce combat, vous étiez déjà dans le kickboxing? En fait, le kickboxing arrive et le kickboxing est professionnel. Tandis que la savate, c'était amateur, même si on était pris en charge par des clubs, les municipalités. Mais en plus, ça vient des États-Unis, donc tout le monde rêve des États-Unis. Et on se dit, pourquoi pas, tout simplement. On s'est dit, pourquoi pas. Et bon, on est parti pour un autre challenge, en fait. C'était un autre challenge, c'était d'autres personnes. J'étais dans un milieu où on ne me connaissait pas, entre parenthèses.
et que les gens ne craignaient pas. Parce que quand tu deviens champion, et surtout quand tu les envoies au sol, plus personne ne veut prendre de risques, quoi. Alors, Emmanuel Sissima, il y a quand même une question qui me taraude l'esprit. Moi, j'ai vu Emmanuel Sissima combattre avec le drapeau de la France. Ouais. Et j'ai vu Emmanuel Sissima combattre avec le drapeau du Cameroun. En fait, on identifié comme Camerounais tout au moins. À quel moment vous combattiez avec quelle nationalité c'était quoi concrètement? En fait, on avait réussi avec l'avocat, notamment c'est Guy Proust qui a sorti cette idée. Étant né avant l'indépendance, je n'ai pas choisi à être indépendant. Ah, donc voilà. Et donc on a fait jouer cette loi en disant, bah, écoutez, ceux qui sont nés avant 60, avant l'indépendance, bah, étaient français. Donc à partir de ce moment-là, automatiquement, j'avais donc une dérogation. Et on a pu donc obtenir cette dérogation puisqu'on s'est dit, bah, écoutez, lui, il n'a pas demandé à être Camerounais. Voilà, juste avec... C'est comme ça que j'ai pu profiter, me faufiler. On va parler, Emmanuel Sissima, du kickboxing, largement parce qu'il y a beaucoup de médailles, il y a beaucoup de ceintures. Mais je voudrais quand même rappeler à tout le monde et à tous ceux qui me regardent que Emmanuel Sissima a fabriqué un artiste, grand artiste de Bikutsi qui était également boxeur. Oui, Aïdjo. Aïdjo Mamadou. Oh, oui, mais on l'appelait Mévio. Mévio. Ouais. Alors, pour faire plaisir à Emmanuel Sissima dans cette émission, mesdames et messieurs, nous allons regarder cette chanson de Mévio. Aïdjo Mamadou, si tu nous regardes, voici ton maître. Nous reviendrons pour parler de kickboxing. À tout de suite. Les hommes se plaignent des femmes, qu'elles ont trop de show. Les femmes se plaignent des hommes qui sont trop menteurs, que tout le monde qui a trompé sa femme lève le doigt. Il faut avouer, à moitié pardonner. Tout le monde qui a trompé son gars, lève le doigt. Lève les doigts, lève les doigts. Gadi Olenga attaque. Emmanuel Sissima, champion du monde de kickboxing. Vous ne rêvez pas, c'est un Camerounais. Et le voici, il est assis avec moi. Emmanuel Sissima, quand on voit votre corpulence, oui. Et nous, le kickboxing, on l'apprend ou on le découvre à travers Van Damme. Oui. Et on voit le gabarit de Van Damme. Est-ce que Emmanuel Sissima, avec le temps, il a baissé en volume de muscles Je dirais plutôt qu'avec le temps, j'ai plutôt grossi. Parce qu'avant, mon poids de forme était à 60. J'étais à 68 kg 800. Là, j'étais imbattable. Alors, racontez-moi un peu votre parcours. Avant d'arriver à être champion du monde de kickboxing, comment se fait votre entrée dans le kickboxing? En fait, celui qui amène le kickboxing en Europe, c'est Dominique Valera. Il amène parce que, comme à chaque fois, d'abord aux États-Unis, le kickboxing avait déjà pris, était déjà bien connu avec Bill Wallace et bien d'autres personnes. Et puis il vient en Europe et c'est donc Dominique Valera qui est le porte-drapeau du kickboxing en Europe. Automatiquement, nous les champions, ils commencent à recruter donc au niveau des champions de pied-point parce qu'on avait beaucoup plus d'aptitude que le karatéka qui était beaucoup plus assis. Et que ça ne passait pas du tout. C'est comme ça qu'on se retrouve donc, on s'entraîne avec Dominique, matin et soir, et puis il y a une opportunité de boxer Ziriat, qui était champion d'Europe à cette époque-là. Je l'ai rencontré à la porte de Pantin,
Et puis je l'ai un peu bousculé, mais comme j'étais nouveau, on m'a fait aussi le coup. Bon, écoutez, tu as tout le temps, mais bon, il faut le laisser, ainsi de suite. Donc j'avais perdu ce match-là contre Ziriat. Mais bon, ça m'avait fait ni chaud ni froid parce que il m'avait rien apporté, quoi. Il a passé son temps à fuir, à tenir debout. Et c'est vrai qu'on lui a dit, tant que tu fais pas mal, tu ne le fais pas mal, il ne va pas te faire mal. Et j'avais un principe, c'est que si tu me fais mal, tu es un homme mort. Alors, après ce combat, Oui. il y a d'autres combats que vous gagnez parce qu'après, il y a l'Europe et le monde. Ah oui, Par la suite. il y a d'abord, je me retrouve en Yougoslavie. Je suis dans une équipe. Je vais en Yougoslavie, boxer 2 ou 3 fois là-bas. Et d'abord, une des histoires de la Yougoslavie, c'est un peu marrant. Bon, c'était un autre milieu. Socialiste, mais bon, c'est un autre milieu en tous les cas. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Et je vais dans un camp d'entraînement. C'est un camp militaire en fait. Je ne m'étais pas habitué et en plus de ça, on va... Parce que c'est la Yougoslavie en pleine guerre. Voilà, c'est la Yougoslavie, mais en plus de ça, on cherche un peu à... On est jeunes, quoi, il y a des filles. Non, niet, c'était le carré total. Ouais. C'était la prison, quoi. Et je sors de là, j'avais fait un truc de fou. Je boxe donc en Yougoslavie. Et on nous demande si on voulait être payé en monnaie de chez eux ou en dollars. Mais le dollar, c'était pas facile, c'était un pays soviétique à cette époque-là. Donc le dollar, c'était difficile. Et ils nous ont payé en monnaie de chez eux. Et j'étais avec un ami, non pas un ami, c'est aussi un autre boxeur, avec Richard Silla. On arrive, on nous avait donné des sacs d'argent. Vous savez que vous étiez multimilliardaire. Ah oui, on nous a donné des sacs d'argent et à la chambre d'hôtel, on faisait des petits tas sur les draps, tu vois, sur le lit. On faisait des tas et on passait de chambre. Regarde le nombre de tas que j'ai, tu vois. On se disait qu'on était millionnaires. Vous êtes super riche. Ah oui, on était. Mais surtout quand on nous a donné ça, on m'a dit non, c'est beaucoup d'argent ici. On a passé la nuit à faire des petits tas et à rigoler. On se regardait comme ça, on regardait l'argent. Bon, et après on a plié. Arrivé à Roissy, on s'est rendu compte que c'était 0,001 francs. Et le montant total, c'était combien? Bon, c'était pas grand-chose en fait. C'était pas grand-chose, ils nous ont roulé. On aurait mieux fait d'accepter des dollars, oui. Bon, mais vous faites le combat. Ah non, j'ai fait le combat, je crois que j'ai gagné, au 2e ou au 3e round. C'était les championnats d'Europe ou... Non, c'était un combat d'encadrement comme ça, là. J'ai battu. Alors, mais comment se passaient les combats? C'était toujours des championnats ou c'était des combats payés au combat comme on voit aujourd'hui? Voilà. Ça se passait comment? Au départ, vous êtes champion, on vous appelle et vous négociez votre contrat, quoi. Enfin, vous, non, le manager négocie et vous allez boxer pour de l'argent, tout simplement. Et là, pour la première fois, on boxait pour de l'argent. C'est-à-dire qu'on allait boxer, on savait que j'allais toucher tant, et puis voilà, quoi. Alors qu'à l'époque, en boxe française savate, ben, on boxait pour le plaisir, quoi, pour le plaisir de la médaille et un coca. Tandis que là, on boxait réellement pour l'argent, on s'entraînait pour l'argent et on boxait pour l'argent. Emmanuel Sisimaï a ici 2 ceintures. Ouais. Je crois que ce sont les ceintures les plus marquantes de votre carrière. On va commencer par celle qui... Vous pouvez présenter... Ah, celle-ci? Oui, celle-ci. Non, celle-ci, ce sont des ceintures, vous savez. Non, des ceintures. Ouais. Alors, vous allez présenter la ceinture à la caméra. Voilà. Ici. Ça c'est... Vous l'avez eu? Ça, c'est une ceinture en Hollande. En Hollande? En Hollande, oui. Parce qu'en Hollande, ils avaient... kickboxing. De kickboxing. Mais en Hollande, c'était beaucoup plus comment on appelle ça? C'était beaucoup plus le K1. C'est-à-dire qu'on rajoutait les coups de genoux. D'accord. Donc, c'est un combat que j'ai eu que j'ai boxé en Amsterdam. Alors ce combat a quand même quelque chose d'assez... c'est là où j'ai rencontré aussi un boxeur camerounais, on l'a Mauvais Grain. Je ne sais pas pour ceux qui connaissent le karaté camerounais. Oui. Mauvais Grain, on m'a dit il y a un Camerounais qui est là, qui boxe aussi. Je suis passé, j'ai fait la découverte de Mauvais Grain. Alors ce combat est assez particulier. Particulier pourquoi? Parce que quand je vais boxer en Hollande,
il y a des expériences. Bon, j'espère que beaucoup de jeunes ne vont pas suivre cela. Il y a des expériences, donc on nous donnait des produits qui permettaient de ralentir la fatigue. Bref, c'était quelque chose, voilà. C'était des drogues? Bah, pas la drogue en tant que telle. Ouais. Bah, c'était pas la drogue où on n'était pas défilé, quoi. Et puis, on m'a donc administré cela, pas à mon insu, mais on m'a dit, ouais, c'est bien, ça va te faire du bien. Et puis, c'est calculé, tout ça, c'est calculé. Et il y a eu un décalage. Il y a eu un décalage, c'est-à-dire qu'il y a des combats qui se sont précipités, et puis j'ai dû passer avant. Au lieu de passer à l'heure, je devais à mon tour, quoi. Et je fais le combat, je gagne, je crois, au 5e round, par KO 5e round. Et juste à ce moment-là, j'ai les effets du produit. Je commence à taper dans les coins de ring. Et la population croyait que c'était parce que j'étais content d'avoir gagné une ceinture. Alors que c'était le produit qui... C'était le produit qui était en train de se réveiller. Je tapais, j'étais devenu comme un fou. Et moi, j'entendais « Manu, descends, c'est fini, Manu, descends, c'est fini ». Moi, j'étais là, je tapais, je tapais, je tapais. Ils m'ont arraché du ring, m'ont mené dans les vestiaires. Carrément? Oui, oui. Le docteur est arrivé, m'a mis une piqûre sur la cuisse. Et puis le lendemain, je me souvenais même plus de mon adversaire. Waouh. Et là, c'était un championnat d'Europe ou c'était juste un... Non, le problème, c'est qu'il y a des ceintures, comment on appelle ça? Il y a chaque manifestation peut avoir sa ceinture, en fait. D'accord. C'est une ceinture européenne. Alors, je vais présenter cette autre ceinture. Alors, c'est la ceinture, c'est probablement la ceinture la plus importante de votre carrière. Ouais. Parce qu'il faudrait très bien que la caméra montre. Ça, c'est le kickboxing World Champion. Ouais. C'est-à-dire que c'est la ceinture champion du monde de kickboxing. Voilà, en WKA, qui est la World Kickboxing Association. Alors, Emmanuel Sisma, racontez-nous pourquoi, comment cette ceinture, elle arrive comment, c'était quel combat, c'était où? Alors, je boxe d'abord, un an avant, je boxe contre un Américain. On est devenus d'ailleurs amis ensuite. Durant 12 rounds, il est malmené. Et puis, au niveau du verdict, le juge suisse me donne vainqueur. Le juge américain donne évidemment l'américain. Vainqueur. Et le juge français me donne perdant un demi-point. Un demi-point. Et c'était dans les années 90, au moment où le Cameroun jouait d'ailleurs la Coupe du Monde. Et ça m'avait choqué. Je boxe en France et je perds par un demi-point et c'est le Français qui me met perdant. Le lendemain, en 91, je me dis, je vais refaire un autre combat à la WKA. L'autre, c'était en ISK, à la WKA. Et là, je mets le boxeur, je le mets KO au 8e round. Là, comme ça, il n'y a pas de... Le combat avait lieu où? Il avait lieu cette fois-ci à la Selle Saint-Cloud. La municipalité avait décidé d'organiser ce championnat du monde à la Selle Saint-Cloud. Et là, je le mets KO au 8e round. Comme ça, au moins, il n'y a pas eu de... Il n'y a pas de débat. Voilà. Et vous avez cette ceinture? Et j'ai cette ceinture. Bon, donc, je suis revenu. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé... à voir un peu... Mon père me regardait autrement. Ah d'accord, parce que les médias en parlaient aussi. Voilà, mon père m'a regardé autrement. Et moi, je me souviens, les 10 dernières années qu'on a passées ensemble, on était assis. Par moments, on s'asseyait, on n'avait rien à se dire, quoi. Mais on se comprenait sans se parler. Et à un moment donné, il me dit « Ah, c'est dommage, je n'étais pas compris trop tôt. » Ah ouais, c'est toujours ça. Et moi, ça avait tout balayé, et on était devenus les meilleurs amis du monde, tu vois. Et une fois, avant d'arriver jusque-là, il y a un ami qui le rencontre à la banque. Un ami le rencontre à la banque, il entend parler de M. Sisma, il va vers lui, il lui dit c'est vous le père d'Emmanuel? Et mon père, la réaction a été ce voyou là, il se voyou. Ah ouais, il s'appelait, si je peux me permettre de donner son nom, Charles Henguet, qui lui dit non, c'est un ami de la fac. On a fait Dauphine ensemble.
Il dit, mon fils a fait la fac. Il dit, non, ouais, on a fait la faculté de Dauphine ensemble. Et c'est là où il a commencé un peu en se disant, bon, écoute, parce que pour moi, il fallait que j'ai le bac, parce que mon père m'avait dit, il faut avoir le bac. Et j'ai fait l'université, mais à un moment donné, j'ai gagné de l'argent en boxant que d'aller à l'université. J'ai préféré laisser l'université et de gagner mon argent. Alors, maintenant, on va parler, parce qu'après le kickboxing, on est autour des années 90, c'est ça? Ouais. Mais la boxe savate, ça n'existe plus pour vous? Ah non, j'avais balayé, j'avais complètement balayé. Elle n'existait plus en fait. Elle n'existait plus parce que... Mais par contre, je devais promouvoir cette discipline ici au Cameroun, en Afrique et au Cameroun. Mais autour des années 80, vous avez déjà commencé au niveau des salles à Saint-Cloud à enseigner? À la salle Saint-Cloud. J'avais plusieurs salles, notamment le plus grand club, j'avais à la salle Saint-Cloud, où j'enseignais, d'ailleurs la BF. Et puis il y avait toutes les villes qui étaient autour, Versailles et tout le reste là. Et jusqu'à Rambouillet, j'avais des clubs un peu partout. Alors, nous allons présenter les... Parce que Emmanuel Sissima, ce n'est pas que des ceintures. On a parlé tout à l'heure des championnats, il fallait bien qu'on montre des médailles. Ça, c'est la médaille champion de France senior 81. Ouais. Ça, c'est les mi-moyens. Les mi-moyens, ouais. Ben voilà, Voilà. Moi, je porte des médailles. Voilà. Ben, j'en profite. Ici, ça sont les internationaux de boxe américaine. Ouais, les internationaux. Ah oui, alors En 81. En 81, je fais dans les internationaux de boxe américain, qui est le kickboxing, quoi, en fait. Ah, d'accord. C'est du kickboxing. Mais qu'on appelait en France la boxe américaine. Parce qu'il y avait la boxe anglaise, il y avait la boxe française, et ils se sont dit la boxe américaine. Ah, c'est le kickboxing C'est qu'on le appelait boxe kickboxing. américaine. Voilà, c'est le kickboxing. Et ça, c'est la médaille de champion. Le champion, là, j'avais fait Ben, vous voyez, vous des internationaux. Ben voilà. Ça, c'est champion de France en 78. Alors ça, c'est la médaille avec Patrick Auguet. Avec la médaille de Auguet. Voilà. Ben, monsieur Auguet, vous voyez, je vais porter votre médaille aujourd'hui. Voilà, hein, ça, c'est la médaille. Ça, c'est la médaille que Emmanuel Sissima. Quand je le pulvérise, au Ouais, troisième attendez, rang. ben voilà. Et ici, c'est le championnat de France senior Coubertin. Ouais. En 80, En mi-moyen. 80, ouais. Mi-moyen, C'est ça. quand je reviens que je balaye, je fais la coupe de France, championnat de France de 80 et 81. Ben, et ça, c'est les championnats d'Europe à Dakar, Oui, voilà. Dakar avait organisé les championnats d'Europe au Sénégal. au Sénégal, oui. Et là, j'ai été champion d'Europe là-bas. Ah, d'accord. Parce Et que- c'était les championnats d'Europe de boxe française? De boxe française, ouais. D'accord. Et il y avait aussi Philippe Baz, paix à son âme, qui est parti. Donc le Sénégal a voulu organiser les championnats. On était champion d'Europe. Donc le Sénégal a voulu organiser les championnats d'Europe là-bas au Sénégal. Voilà. Alors, Emmanuel Sissima, toutes ces médailles, vous les contemplez en vous disant, vous avez fait une belle carrière, ou alors vous avez le regret de n'avoir pas été reconnu à votre juste valeur, ni par la France, ni par le Cameroun, parce que normalement, vous devriez être peut-être aujourd'hui directeur technique de boxe française en France, ou je ne sais pas quoi, ou instructeur de kickboxing aux États-Unis, je ne sais pas quoi. Mais vous avez choisi de rester au Cameroun. Pourquoi? Mais en fait, j'avais... Je ne sais pas. Quand j'ai eu mon titre de champion du monde, pour moi, j'avais l'impression d'avoir déjà fait la boucle, en fait. J'avais des clubs, j'avais pas mal de clubs en France. Mais un jour, j'ai pris un billet aller, je ne sais pas pourquoi, Pour le Cameroun? pour le Cameroun. Je suis venu, personne ne m'attendait, ni même pas ma famille. Je suis arrivé. Qu'est-ce que tu viens faire? Bah, je suis venu voir. Je suis venu présenter ma ceinture, mais je suis venu. Mais est-ce qu'on vous a reçu avec les honneurs ici au Cameroun, Emmanuel Sissima? Non, on m'a fusillé plutôt. Fusillé, pourquoi? Bah, fusillé parce que la réponse que j'avais souvent, c'était « Est-ce que c'est ça qu'on mange ?» Donc, non, j'ai pas été à la limite, on ne m'a pas compris, voilà. Je dirais plutôt que j'étais un incompris. Beaucoup plus un incompris qu'autre chose, voilà. Mais peut-être parce que
Vous êtes venu avec l'étoffe de champion à un moment où peut-être vous ne connaissez pas la discipline. Peut-être c'est pas ça? Oui, mais même si on ne connaît pas la discipline, on prend le temps de regarder, on prend le temps d'étudier, on ne critique pas, on ne balaye pas d'un revers de la main. Écoutez, moi je suis toujours, jusqu'à ce jour, quand les champions, quand des enfants partent, n'est-ce pas? On parle souvent d'un grand champion du MMA qui est parti. On a fait toute une histoire. Non, c'est une honte. Un gamin qui quitte, qui s'en va. Il y a combien de Ganous qui sont restés dans le désert? Il y a combien de Ganous qui sont restés dans la Méditerranée? Quand il y en a un qui réussit, on en fait comme si c'était quelque chose d'énorme. Non, c'est qu'on a raté quelque part. Alors, on va parler de Emmanuel Essissima qui vient au Cameroun pour faire la promotion de la discipline parce que lorsque Emmanuel Essissima arrive au Cameroun, il s'installe à Douala, il crée une salle de sport, il fait la promotion des sports de combat, pied-point, boxe française, savate, kickboxing. On va parler de cet épisode qui probablement est l'épisode la plus douloureuse de sa carrière parce qu'au-delà de la reconnaissance qu'il aurait pu avoir comme athlète et qu'il a reçu plutôt le mépris, eh bien, la fédération et l'encadrement des sportifs va encore davantage le ruiner et le pousser un peu plus dans une sorte d'oubli ou alors de mauvaise foi. Vous allez voir tout cela tout à l'heure parce que je suis un témoin privilégié de cette promotion et c'est d'ailleurs par là que j'ai dû commencer ma carrière. À tout de suite. Point bleu, Monsieur Emmanuel Essissima. Ce sera évidemment un combat de préparation pour M. Emmanuel Essissima qui combattra le 19 mai à la Halle Parmentier à Paris contre M. Randiret, un Américain, pour le titre. Emmanuel Essissima est aujourd'hui président de la Fédération camerounaise de kickboxing. Oui. Et au départ, il s'est installé à Douala. Il a lancé une salle de sport, Moving, qui avait le vent en poupe. Pourquoi avoir abandonné l'activité que vous avez commencée en France et que vous êtes venu continuer ici, moniteur dans les salles de sport? Parce que Moving avait apporté une autre façon de faire le sport en salle quand même. Oui, mais avant que ce soit d'abord le Moving, il y avait le club qui était... quand même. Voilà, Physical Center. Physical Center. Alors, le Physical Center, c'était quelque chose, ça a permis aux gens d'associer des catégories. Quand j'arrive à Douala, le sport en salle, c'est une discipline privilégiée, Absolument. uniquement que pour des gens nantis. Et là, le Physical avait cette particularité, c'est qu'il acceptait à la fois les gardiens et aussi des gens, monsieur tout le monde, et également aussi des gens un peu huppés. Et pour moi, ça a été vraiment une réussite, parce que regrouper au sein d'un milieu bien défini, toutes ces catégories socio-professionnelles, si j'ose dire, et c'était quelque chose de magnifique. Mais parce que je dois rappeler que
cette salle accueillait surtout, vous avez commencé la formation des vigiles. Voilà. C'était quasiment une nouveauté au Cameroun, ça n'existait pas. Voilà, c'était également aussi une nouveauté de pouvoir, les vigiles, il faut les former. C'était bien parce que on voyait le patron et son vigile dans la même salle. Mais Emmanuel Sissima, vous avez surtout apporté autre chose. Le sport, même en salle, était toujours tenu par les anciens DPS sortis d'INGCC. Vous avez formé des catégories de moniteurs, des jeunes qui le faisaient. C'était devenu une activité démocratique. Ah oui, mais je suis heureux parce que beaucoup ont ouvert des salles ici à Douala, qui ont commencé avec moi, qui faisaient le sport dans la rue. Et bon, je ne vais pas les citer, mais sinon, ils sont nombreux. Il y a pas mal de jeunes aussi qui enseignent aujourd'hui, qui éduquent aussi d'autres jeunes dans les quartiers, qui ont appris. En fait, mon problème était d'apporter ce que j'avais, moi, reçu. Peut-être pas gratuitement, mais je l'ai reçu parce que j'ai transpiré. Et puis, l'apporter aussi à d'autres jeunes. Et je crois qu'aujourd'hui, les disciplines telles que la boxe française, le Muay Thai, le kickboxing bien sûr, et même également le MMA, parce que moi j'apporte le MMA en 2007 au Cameroun. Ce n'est pas encore connu, mais aujourd'hui, bon, on a ce... Après, vous êtes président de fédération, boxe française, boxe savate, kickboxing. Est-ce que vous avez l'impression que le travail, tout ce que vous avez fait a porté des fruits finalement? Non, pas du tout. J'ai commencé par la boxe française. Mon objectif était de promouvoir cette discipline en Afrique parce que c'était ma base. Malheureusement, nous sommes au Cameroun. D'autres partenaires ont estimé qu'ils pouvaient faire mieux que moi. Ouais. Et puis la boxe française... ils ont été encouragés par le ministère. Voilà, oui. Bon, on a balkanisé toutes les fédérations. Exactement. Bon, la boxe française a chuté. Elle est devenue un poids mort finalement. Le Muay Thai, j'ai essayé d'aider des jeunes, mais le kickboxing est resté parce que je m'étais fait comme point d'honneur de développer le kickboxing. On a commencé avec 6 nations et aujourd'hui le kickboxing, il y a plus de 20 nations qui pratiquent le kickboxing. Parce que je rappelle aussi que vous avez été président de la Confédération africaine de kickboxing. Oui, président de la Confédération, membre du bureau directeur de la Fédération internationale. Et depuis cette année, j'ai cédé ma place à un jeune de l'Afrique du Sud, un Sud-Africain, qui j'espère, je continue à le soutenir, mais j'espère qu'il va aller quand même assez loin. Alors lorsque vous voyez Francis Ngannou, puisque c'est le visage, vous avez formé beaucoup de jeunes, hein, Ngoudio, Herman, Bikamba Sakio, ils sont très nombreux, mais lorsque vous voyez Ngannou arriver à ce niveau aujourd'hui, vous devez quand même être fier en vous disant, vous n'avez pas prêché dans le désert. Non, mais je suis heureux parce que Ngannou est passé d'abord par l'Ouest, n'est-ce pas, où des jeunes que j'ai formés, il s'est initié à ces jeunes. Il est venu, on a organisé un gala de boxe où il a participé. Malheureusement, c'était un jeune débutant. Ouais. Et il est parti, arrivé en France, il s'entraîne toujours avec mon petit frère. Quand il est de passage, il s'entraîne toujours avec Hannibal. Donc, on a apporté quelque chose, on a apporté un peu de rêve à ces jeunes. Aujourd'hui, quand on voit Ngannou, quand on voit, on a cité Sakio, on a cité Yana, ils sont nombreux qu'on a formés. Ben, et je rappelle quand même, vous avez fait des championnats, vous avez organisé des championnats du monde ici, l'équipe de France est venue et beaucoup d'autres équipes. Ben, on n'a plus ça aujourd'hui. La dernière rencontre les championnats d'Afrique que j'ai organisé à Yaoundé avec beaucoup de difficultés, sans subvention. On s'est retrouvé avec 18 nations, 200 athlètes, pas du tout financés. Là, bon, c'est vrai que ça m'a ruiné, mais au moins j'étais fier d'avoir réalisé cela. Emmanuel Sissima, j'ai été très heureux de vous recevoir, mais je vais quand même vous lâcher 2 ou 3 noms. Et je voudrais que vous me dites ce que vous en pensez, parce que je connais parfois les rapports que vous avez eus avec toute cette personne. Ouais. Il y a 2 noms. Oui. Le président Epounet. Epounet? Oui. Un monsieur. Epounet, c'était quelqu'un, j'aurais aimé lui rendre ses services, malheureusement, parce que j'aurais aimé qu'il accompagne
d'équipe nationale en France et ça lui permettait de voir aussi son fils et sa famille qui était là-bas. Malheureusement, cela ne s'est pas fait. Et mais c'était un monsieur. C'était un monsieur. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Epounet est resté président de Zepol Boxing Club, le club qui a formé presque tous ces jeunes, tous les champions qui sont partis, mais la boxe ne lui a pas donné ce qu'il avait mis. Il aimait la boxe. Il aimait la boxe, mais la boxe ne l'aimait pas. Alors, le deuxième nom, c'est Ekassi. Ekassi, alors, j'ai peur de dire une certaine vérité. Ekassi était un très très bon boxeur. Ekassi était l'un des boxeurs le mieux payé dans l'écurie d'Acariès. Ekassi était très bien entouré. Quand on parle de sport de combat, il était bien entouré. Et dans ce milieu-là, on n'a pas de voix. On n'a pas de voix. On a perdu un grand boxeur. Il était destiné à une très grande carrière, non? Ekassi c'était un futur champion du monde. Mais Ekassi a joué le gars des Tambafia. Et c'est ça qu'il a perdu. Ah, il était fantastique, il entrait avec la samba brésilienne. Mais non, c'était un phénomène. Non, Ekassi, c'était quelqu'un de fabuleux. Il montait sur le ring. Je me souviens, une fois à Coubertin, il vient avec les Brésiliennes, le groupe Kaoma. Oui. Elles arrivent, Ekassi arrive, et puis il demande à un journaliste comment on dit, il prend le micro, il demande à un journaliste comment on dit quelle heure il est. Le journal, c'est en anglais. Et le journaliste lui dit à haute voix, What time is it? Et lui crie, It's Etasikam. Mais les circonstances de sa mort, c'est pour ça que je voulais quand même que dans des émissions comme les gens du sport, qu'on arrive à trouver des fenêtres pour parler de ces gens-là. On ne les a pas beaucoup connus, mais c'était des phénomènes. C'était des phénomènes. Et Kassi était un phénomène. Il frappait comme un sourd. C'était malheureusement, la loi du sport aussi a pris le dessus. Alors, vous m'avez demandé de vous appeler en début d'émission, Majesté. La proximité que j'ai eu l'honneur d'avoir tout au long de ma carrière de journaliste, puisque Maître Sissima est l'une des personnes qui a encadré ma jeune carrière de journaliste de sport, qui l'a même boosté avant que je ne devienne un journaliste spécialisé dans le foot, a fait que j'ai passé le temps à vous appeler Maître Sissima, Emmanuel Sissima. Mais Majesté, je voudrais vous dire au revoir en vous demandant juste si vous avez un mot à regarder cette caméra, Maître, et parler aux jeunes qui veulent être Francis Ngannou, qui aujourd'hui vont découvrir qu'il y a un Camerounais qui a été champion du monde de kickboxing. Je voudrais que vous leur parliez sur cette caméra. Sachez déjà que, comme je vous ai envoyé un mot, je ne sais pas si vous l'avez lu, je disais dans ce mot, j'ai été fier de vous avoir rencontré. Les jeunes, je pense que les jeunes devraient suivre cet exemple. Partir de rien pour arriver à quelque chose. Et moi, je suis toujours fier, et je le dis sans... Tu connais ma façon de voir, et je le dis même avec une forme d'émotion. Je suis heureux de t'avoir rencontré, parce qu'au moins, quand je te vois, je me dis, voici ma fierté. Ah ouais. Et puis, les jeunes, je crois que c'est aussi ça, les jeunes doivent croire à leurs rêves. Mais croire aux rêves ne veut pas dire s'asseoir et attendre que ça tombe. Il faut aller au choc, il faut aller à la bataille. Et puis, ce n'est qu'en se battant, ce n'est qu'en fermant les poings, en serrant les dents, tous les jours, c'est pas ça. Je ne vais pas raconter ma vie ici, mais ça n'a pas été rose. C'est-à-dire, je me lève le matin, je vais courir, je vais à la fac, je reviens, le soir, je m'entraîne, et après, je vais travailler dans les boîtes de nuit jusqu'à ce que je commence à gagner de l'argent. Et c'est ça, il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas avoir honte de ce que l'on fait. On commence tout petit, on arrive. Et surtout, travailler et être d'abord soi-même son propre patron et son propre ouvrier. Et je crois que ce que je peux dire aux jeunes, c'est croire en leurs rêves comme tu as cru au tien. Mais je te remercie pour tout ce que tu as fait et que tu continues à faire pour nous. Merci beaucoup, Majesté.
Emmanuel Essissima. Nous avons ouvert le musée des légendes. Nous avons ouvert ce musée des légendes pour que des jeunes puissent apprendre de ce qui s'est fait par le passé, parce que ce qui s'est fait dans le passé est ce qui a posé les jalons de ce que nous vivons aujourd'hui. Nous avons eu l'honneur d'avoir un champion du monde, peut-être que vous ne le saviez pas, eh bien, un Camerounais a été champion du monde de kickboxing en battant des Américains, en battant des Européens. C'est lui qui est sur ce plateau aujourd'hui. Il nous fait l'honneur et l'amitié d'être là. Merci à vous tous qui avez regardé cette émission. Ne l'oubliez pas, nous allons toujours ouvrir ces musées. Nous serons toujours avec vous. Bye bye et à une autre fois pour d'autres légendes, parce que ici les légendes sont une sorte de source qui ne va jamais tarir. Bye bye et restez sur Dash Media.